Ho ho ho, et l'on retrouve Maud Bigan, cette émission de fin d'année de Noël. Le foie gras coule à flot. Non, le foie gras ne coule pas. Le champagne coule à flot. Il est pas bon alors sinon. Et le foie gras, si, ouais, ou alors on l'a trop cuit. Black. Bref, toujours est-il que c'est bien des compteurs Linky dont on va parler aujourd'hui, mais en cette fin d'année, quelle mouche l'a piqué. Nous ne sommes pas le 14 juillet. Non, 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 on est pile à l'opposé. Les jours sont longs, il faut allumer beaucoup de lumière. Et grâce aux nouveaux compteurs, on peut. Bref, toujours est-il que longues, ouais. Liberté, égalité, fraternité, d'où le 14 juillet, pardon, j'ai essayé de faire une intro mais je l'ai raté, car c'est sous le signe de liberté, égalité, fraternité, triptyque républicain, voire maçonnique, disions-nous, hors antenne, que Maud Bigan a choisi d'axer l'émission d'aujourd'hui. Bonjour Maud. Bonjour, bonjour. Ouais. Alors oui, maçonnique, pas du tout dans mon cas, mais effectivement, en ce qui concerne l'aspect égalité et fraternité, en tout cas, fraternité au minimum, je trouve que c'est en rapport avec l'esprit de Noël, au moins ce que devrait être l'esprit de Noël, et peut-être pas uniquement le foie gras et le champagne. Donc on va y revenir. Alors pour commencer... Elle va vous gâcher Noël, je vous le dis à l'avance. Noël est passé. Allez écouter RMC, Jean-Jacques Bourdin va vous aider à choisir vos huîtres. Voilà, non, ça dépend de vos préoccupations. Oui, c'est ce que je disais. Voilà, alors moi je voudrais vous parler de liberté, ça commence très fort. Justement, liberté, parce que, voilà, on est, peut-être tu vas me dire, je crois au Père Noël, justement, mais je pensais qu'on était dans un pays où il y avait justement cette devise. D'accord. Qui a remplacé le Père Noël. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. En tout cas, je sais pas si tes enfants sont au courant, mais... Ma banquière est moins barbue. Ouais, en tout cas, moi j'y croyais encore un petit peu, mais je crois de moins en moins, on va dire. En ce qui concerne notamment l'application dans la vraie vie des principes et des grands principes justement qu'on nous met en avant. Et là, les fameux grands principes liberté, égalité, fraternité, on va voir qu'ils s'appliquent plus ou moins dans ce pays. Alors, liberté tout d'abord. Ouais. Nous avons plusieurs témoignages d'exactions incroyables. Donc là, c'était un témoignage sur Rouen, donc enregistré le 8 décembre 2017 d'un monsieur qui, le 28 septembre, s'est fait poser un Linky par un poseur apparemment assez baraqué, et qui lui aurait dit, en gros, mais visiblement directement, je suis beaucoup plus gros que vous, donc en gros, c'est pas la peine de résister. Et visiblement, il y a eu empoignade, donc ils ont roulé tous les deux par terre dans la cage d'escalier. Et il y a eu le gars qui a finalement laissé tomber, qui a appelé la police. Figurez-vous que la police, elle est pas montée, elle est restée effectivement en bas et elle a discuté surtout avec le poseur. Eh bien, j'ai exactement quasiment on va dire la même expérience là visiblement qui s'est passée à Pau. Alors à Pau, c'est une fille d'une dame âgée de 88 ans quand même, mine de rien. Qui a été à la rescousse de sa maman parce que sa mère de 88 ans donc était face à un poseur violent. Alors je vais vous lire le témoignage parce que quand même ça vaut son pesant de cacahuètes et vous compreniez un petit peu que dans cette période soi-disant de fête et de fraternité, on n'en est pas tout à fait là, mais la liberté non plus vu la manière dont la police s'est comportée. Voilà, on peut se poser la question de l'état de droit ici. Alors écoutez ça. Donc, elle nous dit, cette dame, vers 10h30, ma mère m'appelle, très affolée. Elle me dit de venir car un agent Linky est sur le palier et qu'il est violent. Le temps de prendre ma voiture, j'habite à 2 pas, je trouve un voisin pour mettre de la distance entre l'agent et ma mère. En gros, le voisin est intervenu le temps que la dame arrive pour séparer le poseur et la mamie sur laquelle il s'acharnait. Voilà. Alors, quand elle arrive, la fille, elle dit « Je demande à l'individu de partir » et lui rappelle qu'il est sur une propriété privée. Il recommence sa logorée. Alors, voilà ce qu'il dit. « J'ai tous les droits, j'en ai rien à foutre de votre propriété privée, etc. » Donc, il a tout son matériel et a bien l'intention de remplacer les compteurs et de passer en force. J'appelle le syndic qui entend une partie de la conversation. À ce moment-là, ma mère a un malaise et là, j'apprends par le voisin donc que lorsqu'il est intervenu, il a dû s'interposer entre ma mère et l'individu qui lui avait collé sur le visage une photocopie sur l'obligation d'accepter le Linky. Vous imaginez la scène quand même, hein. La mère qui marche avec une canne qui est cardiaque, voilà, et là qui donc fait un malaise. Je demande très fermement au gars de dégager, et ce en termes choisis, entre guillemets, mais je suis révoltée par ces façons d'agir qui tiennent davantage de la pègre que d'un service dit public. Je lui dis que j'appelle la police, et là il me répond que c'est lui qui va l'appeler parce que je l'ai bousculé.
Alors ça m'appelle un peu le coup de la dame de Ploua, donc en Bretagne. Je sais pas si ça te rappelle quelque chose. C'était il y a 1 an à peu près. C'est une dame qui avait fini avec une minerve, les lunettes cassées, tout ça. Et c'était le poseur qui avait en fait porté plainte parce que soi-disant il aurait été bousculé justement. C'est quand même assez hallucinant. Alors, le gars qui s'en va, effectivement, va en bas attendre la police. Alors, elle précise, je n'ai pas levé la main sur lui et je ne l'ai pas touché, je n'ai eu aucun contact avec lui. Bref, déclaration mensongère du poseur. Il dégringole l'escalier et sort sur le perron pour attendre la police. Le médecin du rez-de-chaussée monte prendre la tension à ma mère et lui conseille de se mettre au calme. La police arrive et refuse de monter voir ma mère et de prendre sa déposition. Sympa, hein ? Pour un état de droit. Visiblement, la police ne s'est déplacée que pour l'individu, alors que c'est nous qui avions appelé. Ça me rappelle l'incident de Rouen. Il y a 5 ou 6 agents qui restent à l'extérieur. En revanche, on m'intime l'ordre de rester à l'intérieur. On va savoir, comme ça, elle ne peut pas trop s'expliquer, je suppose. Une des jeunes femmes me demande mes papiers. Je lui dis qu'ils sont dans mon sac à l'étage. Là encore, on m'intime l'ordre d'aller chercher mes papiers, car si je ne les présente pas, on m'embarque au poste. Sympa, hein ? C'est la classe. Ah oui, c'est la classe. Chez elle. Voilà, elle est chez sa mère, en fait, qui vient de se faire agresser par un poseur et qui est sur le canapé parce qu'elle a un malaise. La police ne va pas avoir la merde, refuse de prendre sa déposition et demande à la fille de présenter ses papiers, sinon on l'embarque. Pas mal. Voilà, alors on nous dit seules 2 jeunes femmes montent au 3e pour avoir ma pièce d'identité. C'est la seule chose qui les intéresse. Pas un regard pour ma mère, à 2 pas. Personne, c'est-à-dire aucun agent, ne vient me demander comment les choses se sont passées. Alors c'est quand même eux qui ont appelé la police, hein, mais bon. Ma version ne les intéresse pas. Entre-temps, le patron de Solution 30, donc Solution 30, qui vient de partir au Luxembourg, au niveau du siège social, pour éviter les impôts, hein, on pourra en reparler tout à l'heure si vous voulez. Ouais, je t'en redirai tout à l'heure. En tout cas, Solution 30, qui est donc la compagnie sous-traitance qui installe les compteurs à Pau. Eh bien donc, le patron arrive pour soutenir son employé. Tout le monde discute sur le perron. Le syndic de la copropriété envoie également un représentant, mais qui n'a pas le temps de discuter avec la police, qui démarre sous son nez. Donc, il ne veut pas non plus écouter sa version des faits. Et les derniers à partir sont les 2 agents de Solution 30. Voilà. Sympathique, non ? Hein ? Pour un état de droit, liberté, tout ça. Égalité, fraternité. Exactement. Alors, on va voir égalité, fraternité. À propos d'égalité, donc égalité devant l'impôt. Liberté, égalité, vos papiers, disait Fontéval en leur temps. Enfin. Voilà, on en est là, effectivement. On va voir pour que la police à Aurillac, par exemple, a aussi interdit un tractage de tracts anti-Linky devant le marché, alors que c'était complètement permis, apparemment. Et il y a rien contre ça. Et se disant qu'ils n'auraient pas demandé l'autorisation, il y a des militants qui diffusent des tracts depuis des dizaines d'années, qui disent qu'ils n'ont jamais vu ça, quoi. Sympathique, voilà. Donc, juste petite information sur Solution 30, justement. Question posée par le journal Le Revenu au président de Solution 30 qui installera près du tiers des compteurs Linky, hein, apparemment. Ça, c'est donc... alors le nom, Gambepi Fortis. Le transfert de notre siège social au Grand-Duché du Luxembourg relève avant tout d'une logique opérationnelle. Solution 30 a désormais acquis une dimension européenne et il était essentiel de créer une structure de pilotage située à mi-chemin entre la France et l'Allemagne, pays qui constitue notre principal axe de développement. Voilà, il parle de ressources humaines aussi au Luxembourg, mais enfin quand même, le poteau rose est malgré tout révélé parce que ça ferait un peu trop gros. Ce déménagement nous permet enfin de profiter d'une fiscalité plus avantageuse. Entre 2012 et 2014, notre taux d'imposition devrait passer de 30% à 10% environ. Donc, on pose en force sans aucun respect pour les libertés publiques. Visiblement, la police cautionne, au moins dans certains endroits. Et puis, pendant ce temps-là, on fait de l'optimisation fiscale. Liberté, égalité, diriez-vous. Voilà. Alors, ça c'était justement le volet liberté. Moi, j'aimerais parler de l'égalité face à l'accès aux lieux publics en général. Parce que, tu l'as vu quand même, dès que tu as un commerce, dès que tu as un lieu public, on bassine les gens pour mettre des rampes handicapées, pour que tout le monde puisse avoir accès, pour qu'il y ait égalité de traitement. À l'école, c'est pareil. À l'école, coûte cher, oui, bien sûr. Ouais, ça coûte cher, mais bon, à la rigueur, ça peut se comprendre pour que tout le monde ait accès aux services, quoi, aux services publics et aux espaces publics. Oui. Et puis, à l'école, pareil, il y a des AVS, des auxiliaires de vie scolaire, qui viennent accompagner des enfants handicapés ou en difficulté d'une manière ou d'une autre, pour qu'ils puissent être intégrés, qu'ils puissent avoir une
égalité des chances. On fait ce qu'on appelle des PAIS, l'Éducation nationale adore les sigles, hein, mais bon, donc c'est des sortes de projets d'accueil personnalisés pour adapter, pour que les enfants puissent avoir exactement une égalité de chances par rapport à ceux qui n'ont pas ces problèmes. Et figurez-vous que pour les EHS, tout le monde s'en fout. C'est très visiblement le cas. Ils rentrent pas dans les cases. Ils rentrent pas dans les cases de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là. Donc, en fait, on nie le problème. On n'en parle pas. Alors, il n'y a pas vraiment de situation où vous avez des services sociaux qui vont prendre en charge, par exemple, les détresses de personnes EHS. On les laisse mariner et se débrouiller, voire s'effacer, voire aller dans les bois, voire dans les grottes. Il y a eu récemment un reportage sur des dames qui vivent dans des grottes. Hein, c'était dans le Dauphiné. On a des personnes qui sont carrément malades des ondes, qui préfèrent même en hiver dormir dans des grottes parce que sinon elles peuvent pas faire autrement. On a des personnes qui écrivent à des associations comme l'association Next Up par exemple, qui essayent d'aider les gens notamment à aller se ressourcer un tout petit peu dans des zones. Alors quand même, ça requiert beaucoup d'infrastructures malgré tout, hein, parce que c'est des zones un peu au milieu de nulle part, forcément, pour que ça soit loin des antennes relais et tout ça. Mais en pratique, qu'est-ce qui se passe ? Il faut fournir tout ce qui est hébergement, blindé, pour limiter les ondes qui arrivent, fournir l'infrastructure de type salle de bain et autres pour se décharger, parce que quand tu te douches, tu fais partir les charges que tu as accumulées, donc ça soulage en fait. Il faut fournir une cuisine collective, il y a toute une logistique autour de ça. Donc il y a plein de gens qui leur écrivent pour essayer de venir se ressourcer. Ils fournissent aussi des cages de Faraday en prêt pour des gens qui sont sur le point de craquer à d'autres endroits en ville et qui peuvent même pas se déplacer pour arriver jusqu'à ces zones dites refuges parce que il y a des antennes relais sur tout le long du trajet, donc ils peuvent même pas y aller, etc., etc. Alors, par exemple, exemple de personnes qui écrivent, voilà. Alors là, nous avons Bernadette qui écrit pour son fils Nicolas. Alors, elle nous dit « Je suis mère d'un fils de 30 ans, Nicolas, qui ne peut plus supporter téléphone, ordinateur, vivre à la ville, surtout chez moi, car trop de Wi-Fi dans l'immeuble. » C'est le problème, hein, on va le voir. L'enfer, c'est les autres avec les voisins qui refusent d'éteindre leur Wi-Fi. Ça, c'est l'aspect fraternité de la chose. Voilà. Et antenne, un bon voisin très grande est un proximité. voisin mort. Visiblement, oui. En tout cas, quand on a le Wi-Fi, des fois, on veut même pas écouter le fait que ça pourrait dépasser ses propres murs et aller chez le voisin. Je salue mes voisins qui sont adorables au passage. Très bien. Sauf que quand tu as une haie, par exemple, tu as un voisin qui peut t'emmerder pour te faire couper les 30 cm qui dépassent de chez lui, tu vois. Là, il faudrait que le voisin, je sais pas, il se débrouille pour que ces ondes Wi-Fi n'aillent pas chez toi, par exemple. En tout cas, voilà. Donc elle nous dit sur Nicolas, Wi-Fi dans l'immeuble, antenne très grande à proximité. Il vit dans ma voiture la nuit et s'éloigne dans les parcs la journée. Alors ça dépend parce que les parcs à Toulouse par exemple, maintenant il y a marqué Wi-Fi gratuit, donc on irradie les enfants et les parents allègrement. Ils pourraient par exemple ne pas aller là-bas. Alors il se désociabilise complètement, il essaie de survivre mais ne sait où aller, parle de quitter la France et se rendre dans les forêts en Guyane ou au Québec. Il ne sait où aller en France car perdu et moi aussi, il dépérit à vue d'œil. Je lui parle d'hôpital car je vois bien que ça ne pourra pas durer et a très peur car il y a trop d'appareils, sous-entendu, à l'hôpital. Pour lui, partir hors de tout cela ira mieux. J'essaye de l'aider car j'ai enfin compris que son problème devient très grave, etc., etc. Elle a commandé un linge anti-ondes, enfin bon, voilà. Sauf que visiblement, le problème est plus profond que ça. Il faut effectivement une mise au vert d'urgence, voilà. Alors, d'autres exemples. Par exemple, là aussi, on a une maman. Là, c'est vraiment pathétique parce que le problème, puisqu'on parle d'égalité, c'est que en France, quand il y a des enfants en jeu, on ne peut pas vraiment faire un hébergement tiers sans avoir de responsabilité engagée et donc avoir des structures d'accueil personnalisées. Alors le problème, c'est que du coup, tu peux avoir des électrosensibles qui sont aidés parce qu'ils sont pas parents. Mais quand ils sont parents, ça se gâte. Il faut qu'ils se débrouillent avec leurs enfants et ils ne peuvent pas être accueillis. Parce que sinon, l'association ou l'organisation qui pourrait les accueillir pourrait avoir des problèmes liés justement à tout ce qui est bureaucratie, tatillonne ou autre en France sur la qualité de l'accueil. Donc en gros,
Tant qu'ils sont dans leur famille, même si la famille est dans un état catastrophique à cause des ondes dans l'endroit où elle vit, ça passe. Ça passe. Et personne s'en préoccupe. Si les gens vont voir l'ARS, par exemple, l'Agence régionale de santé, ils les renvoient dans leurs 18 mètres parce qu'ils peuvent rien faire. Et pendant ce temps-là, eh bien, ça permet de mettre le couvercle sur le problème. Par contre, dès qu'il faut essayer peut-être de leur proposer une aide et que des associations qui pallient au manque des services publics et des services sociaux sur le sujet pourraient essayer d'aider, eh bien, figurez-vous qu'ils ne peuvent pas aider des personnes avec des enfants. Voilà. Alors là, j'ai assisté à un témoignage assez poignant d'une personne qui s'appelle Véronique. Elle nous dit: je suis EHS, j'ai 2 enfants avec moi de 17 et 8 ans. Je vis en Ardèche. J'ai entendu parler d'une zone refuge dans la Drôme du côté de... Alors je vais pas dire le nom, mais parce que faut rester discret. Pouvez-vous s'il vous plaît me donner l'adresse de ce lieu? Je compte y aller très prochainement, etc., etc. Alors il y a eu des échanges ensuite. Le problème, c'est que quand elle décrit ce qui se passe, en fait, elle décrit le fait que justement elle a besoin de se ressourcer parce que elle tient plus et qu'elle voudrait ne pas déraciner ses enfants de l'Ardèche où ils se sont habitués. Et pour ça, elle a besoin de tenir le plus longtemps possible. Donc, elle demande à faire des courts séjours dans la zone refuge en question. Sauf que les courts séjours, si c'est avec ses enfants, eh ben c'est pas possible. Donc, elle peut pas y aller. Et donc, elle reste. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il faudrait que l'association soit habilitée, par exemple, à accueillir des enfants. Et comme je te disais tout à l'heure, eh bien, dès qu'il y a des enfants en jeu, services sociaux, etc. Mais services sociaux pour critiquer, pas services sociaux pour aider dans ce contexte. Parce que des zones blanches qui seraient gérées par les services sociaux, il y en a pas, tout simplement. Donc, alors que, on en parlait la semaine dernière, on tape sur le professeur Bellepomme parce qu'il commencerait potentiellement à y avoir une manière de caractériser scientifiquement l'électrosensibilité et que ça commence à faire beaucoup de monde qui sont venus le voir, ça commence à être tellement représentatif que ça va être dur à mettre sous le tapis, eh bien, on voudrait bien que tout ça retourne dans l'oubli et la discrétion et que les électrosensibles retournent dans leur grotte, dans leur garage ou dans leur bois. Et pendant ce temps-là, ben surtout, il faut pas que ça ressorte. Donc, il y a des associations qui se débattent pour essayer de donner aux électrosensibles une alternative ou un moyen de tenir un peu plus longtemps. Mais par exemple, quand il y a des enfants en jeu, c'est la double peine. Les parents isolés ou EHS dans ce contexte-là doivent gérer leurs enfants, essayer de tenir pour eux, mais ne peuvent même pas être aidés de ce point de vue-là, parce que sinon l'association se verrait taper sur les doigts par les services sociaux. Il faut quand même le faire. Voilà. Et je termine sur ce plan-là sur l'aspect égalité. Il restera 2 minutes pour la fraternité, mais ça c'est... Non, pardon, je termine sur l'aspect fraternité, tu as bien raison. Voilà. Parce qu'effectivement, on était aux voisins. Alors les voisins, bien gentils les voisins. Non. Mais je disais effectivement comme Sartre, voilà, l'enfer c'est les autres. Voilà, s'il y en a qui veulent, lisez Huis clos. C'était pas les ondes à l'époque, mais ça ressemble un peu ça, ou des mauvaises ondes en tout cas. Alors là, l'idée c'est que j'ai deux témoignages de personnes qui sont des personnes en fait exposées aux ondes, mais dont les voisins refusent de couper le Wi-Fi. Donc ils en ont absolument rien à cirer. L'aspect empathie, l'aspect fraternité, visiblement n'y est pas. La seule chose qu'ils voient, c'est il nous embête celui-là à nous demander de couper notre Wi-Fi. En gros, il a qu'à partir. Alors, on a ça avec une dame aussi dans le cirque de Navacelle, donc dans les Cévennes. Voilà. Donc, en gros, l'idée, c'est les empêcheurs de s'irradier en rond, ils ont qu'à s'en aller. Le problème, c'est qu'effectivement, s'en aller où? Et s'en aller avec quel revenu? Parce que les maisons du handicap ne reconnaissent pratiquement jamais le handicap des personnes électrosensibles. Il y a eu un cas, c'était en 2015, Marine Richard, par le tribunal de l'incapacité de Toulouse, mais c'est tout. Ce qui fait que des allocations diverses et variées, il n'y en a pas. Donc, les personnes sont au RSA. Pour acheter un minivan et essayer d'aller rouler quelque part, c'est pas facile. D'accord? Donc, il reste quoi? La tente au fond des bois en faisant du stop, peut-être. Voilà. Alors, moi, je voudrais appeler à la fraternité en cette période de Noël. Et j'aimerais bien que des personnes qui ont la chance de pouvoir ne pas être dans leur garage ou ne pas être dans une grotte ou autre, se disent, au-delà de l'aspect empathique, on aimerait bien qu'elle montre pour les autres autour d'elle, parce que le Wi-Fi, on vivait très bien il y a 5 ans sans ça, et c'est quand même très loin d'être indispensable, eh bien, se disent peut-être que justement, ça pourra leur arriver à elles. On en reparlera la semaine prochaine. Le Wi-Fi,
ça attaque le système, ça attaque, c'est les mêmes fréquences que le bah oui, mais c'est pas prouvé, c'est pas prouvé scientifiquement de façon c'est prouvé par encore on en revient sur les études et les contre-études. Écoutez la semaine prochaine, l'émission de la semaine prochaine, vous verrez qu'il y a des appels de très nombreux médecins justement qui ont observé des dégradations très importantes. Mais dans la mesure où c'est pas acquis le fait que ce soit ça a mis 40 ans pour l'amiante. Alors quand tu as un groupe de 1500 médecins, quand tu observes sur le terrain des problèmes, tu dois les prendre en compte. Et le problème, c'est que ces problèmes sur le terrain, pour le moment, sont ignorés. C'est tout le seul objet de la mission d'aujourd'hui, justement. À bientôt, Maud. À bientôt.